Merci beaucoup, professeur. Donc, nous profitons également de l'occasion. Je pense que c'est la première session de l'année 2025. Donc, c'est le moment de souhaiter une bonne et heureuse année à tous les membres, tous les participants des sessions ECO-TICH AMS. Et on espère que cette année également, on aura des sessions qui sont vraiment enrichissantes et qui peuvent nous permettre d'améliorer nos conditions de prise en charge de nos patients sur le plan thérapeutique, mais également sur le plan diagnostic au niveau du laboratoire. Quelques préalables, c'est rappeler que cette session est enregistrée et donc vous acceptez que vos images ou bien vos vidéos soient partagées. Ensuite, on vous supplie de fermer vos micros si vous n'avez pas la parole. Et si vous devez prendre la parole, vous levez la main, on vous donne la parole et vous allumez votre caméra pour qu'on puisse vous identifier, vous vous présentez et après vous déroulez. Donc voilà le template partagé. Donc lorsqu'on vous demande, vous gardez la vidéo allumée tout au long de la session et positionnez votre caméra correctement avec un éclairage adéquat. Et si on vous demande de vous présenter, vous activez votre micro, vous présentez votre prénom, nom, organisation, lieu de travail. Si vous avez la parole, vous gardez le téléphone portable en mode silencieux et vous assurez d'avoir un débit Internet suffisant. Et pour les questions, vous levez la main et, physiquement et vous utilisez les fonctions de lever de la main sur la plateforme Zoom. C'est bon? Alors, pour toute question ou problème technique concernant Zoom, merci de contacter le support informatique via le chat. Merci également de saisir votre nom complet et le nom de votre organisation. Là, je pense que c'est pour les besoins de l'attestation. Vous pouvez retrouver également les présentations sur la plateforme iEco, mais il faut préalablement s'être inscrit sur la plateforme et soyez informés que cette session est enregistrée. Ça, je pense qu'on l'a déjà dit. Et en y participant, vous acceptez d'être enregistré. Il vous sera demandé à la fin de la session de compléter une brève enquête et un lien sera mis à disposition dans le chat pour y accéder vers la fin de notre rencontre et ce lien restera actif uniquement durant les 48 heures suivant la session. C'est bon? Voilà, merci. Donc, sans plus tarder, nous allons passer la parole. Oui, nous allons passer la parole à Dr. Binta Diagne. Mais avant, nous vous présentons. Alors, cette session, elle va se dérouler en plusieurs étapes. La première étape consiste à donner la parole au présentateur qui va nous présenter son cas. Ensuite, on va donner la parole à la communauté et à l'expert pour demander des questions de clarification. Après, on va donner la parole à l'expert, au présentateur qui va revenir sur en tout cas, donner des éléments de réponse par rapport à ces questions de clarification. Ensuite, on va donner la parole aux participants de recommandation. Et à la fin, c'est l'expert qui prend la parole, qui fait une synthèse et revenir sur les recommandations pour vraiment bloquer la conduite à tenir. Donc, notre expert du jour, c'est le professeur Amadou Diobdia, qui est interniste diabétologue, ancien interne des hôpitaux et qui est maître de conférence agrégé au niveau de l'UFR des sciences de la santé de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis. Et notre présentateur de cas, c'est le docteur Binta Diagne, pharmacienne de formation, biologiste, ancienne interne des hôpitaux et chef du service du laboratoire au niveau de l'hôpital régional, au niveau du centre hospitalier de Ourossogui, au nord du Sénégal. Donc, docteur Diagne, vous pouvez partager votre écran et voilà, on va vous écouter pour la présentation du cas. Merci. Docteur Binta, votre micro. Bonjour, professeur. Vous m'entendez? Oui, on vous entend très bien. Merci beaucoup, professeur.
Bonjour, cher maître, à toute la communauté de Ecoteach AMS Sénégal. Moi, c'est Dr Binta Diagne. Je suis pharmacienne biologiste, ancienne interne des hôpitaux du Sénégal. Et actuellement, je suis chef de service du laboratoire du centre hospitalier régional de Ourossogui. C'est avec un réel plaisir que je participe à ma première session écho et je vais partager avec vous ce cas puisque la prise en charge des infections chez les patients diabétiques est un défi clinique majeur du fait de l'altération de leur système immunitaire. Et ceci dans le contexte actuel où nous sommes, où l'ARAM, la résistance aux antimicrobiens, est un problème de santé publique majeur. Et d'après des études de l'OMS, d'ici 2050, environ ou plus de 10 millions de décès seront attribuables à la rame par an, soit un décès toutes les 3 secondes. Donc, c'est vraiment un problème de santé publique mondiale. Donc, notre cas illustre la persistance d'une souche de Klebsiella pneumoniae, productrice de bêta-lactamase à spectre élargi, chez une patiente. Désolée, je n'arrive pas à défiler les diapos. Je n'arrive pas à défiler. Tu as du mal à faire défiler les diapos. Oui, c'est bon maintenant. Excusez-moi. Donc, la patiente a 64 ans et pèse 47 kilos. Elle a été suivie en ambulatoire et hospitalisée pendant un moment. On en reviendra plus tard. Elle a été référée par la clinique du diabète au service d'urologie. Elle avait des symptômes urinaires à type de pollakiurie associés à une dysurie intermittente. Donc, elle est diabétique et hypertendue. La problématique, c'est la persistance d'une souche de Klebsiella pneumoniae, productrice de bêta-lactamase à spectre élargi depuis octobre 2024, malgré le traitement antibiotique. Et lors de son dernier contrôle, au mois de décembre, nous avons isolé une deuxième entérobactérie, Enterobacter sp, avec le même profil de sensibilité aux antibiotiques. Concernant la méthodologie au laboratoire, nous avons suivi le protocole standard. Donc, un échantillon d'urine a été prélevé le matin et à l'examen macroscopique, les urines étaient troubles. À l'examen microscopique, nous avions une légère leucocyturie, environ 100 leucocytes par millimètre cube. Les urines ont été mises en culture sur milieu Clent avec la méthode de dilution à lance calibrée, puis réisolées sur milieu EMB, qui nous a permis d'identifier les deux entérobactéries avec la mini-galerie UKCS. Et l'antibiogramme a été réalisé par la méthode de diffusion selon le comité d'antibiogramme de la Société française de microbiologie, version 2024. Méthodologie, nous avons eu les résultats suivants. La patiente a eu à effectuer 4 ECBU, dont le premier a été réalisé le 16 octobre 2024, à l'issue duquel nous avons isolé Klebsiella pneumoniae, productrice de bêta-lactamase à spectre élargi. La même bactérie, le même profil de résistance ont été retrouvés réalisé le 30 décembre, nous a permis d'isoler, en plus de la Klebsiella, une entérobactère BLSE aussi. Bon. Donc, le disque de cefoxytine était efficace, était inefficace sur la bactérie. La bactérie était résistante à la cefoxytine. Donc, nous devons préciser que sur les 3 ECBU euh, où nous avons isolé Klebsiella, elle était sensible à la cefoxytine. Mais sur le dernier ECBU, nous avons eu une résistance.
La gentamicine n'était pas testée sur les trois premiers ECBU parce que nous n'avions pas de disque. Mais sur le dernier ECBU, les deux bactéries ont été sensibles à la gentamicine. Et l'imipenem a toujours été efficace in vitro. Donc, les bactéries ont été sensibles à l'imipenem. Voici les images des boîtes d'antibiogrammes. Donc, nous avons l'ABG de Klebsiella pneumoniae à gauche, où nous voyons la formation de bouchons de champagne, révélant la production de bêta-lactamase à spectre élargi. Et on retrouve le même profil pour Enterobacter, avec une sensibilité à l'imipenem et à la gentamicine. En ce qui concerne le traitement, la patiente était hospitalisée au service d'urologie pendant 10 jours et recevait 1,5 g d'imipenem par jour du 19 au 29 novembre 2024, en plus de son traitement antidiabétique. Son diabète est déséquilibré parce que la glycémie à jeun était à 2,24 grammes par litre et le taux d'hémoglobine glyquée à 8%. Actuellement, elle n'est pas sous antibiotiques, son état est stable, elle est asymptomatique et suit toujours son traitement antidiabétique. Notre préoccupation pour ce cas est la persistance de la bactérie aux ECBU de contrôle, ceci après 10 jours de traitement à l'imipenem. Et nous avons essayé de comprendre en essayant de voir est-ce que la bactérie, est-ce qu'il ne s'agissait pas d'une autocontamination par la patiente elle-même. Nous avons réalisé une culture qui a permis d'isoler une troisième entérobactérie, Escherichia coli, toujours BLSE+. Donc, comme vous voyez sur l'image, cette entérobactérie Escherichia coli est productrice aussi de bêta-lactamase à spectre élargi, mais est sensible à la cefoxityline, à l'imipenem, au chloramphénicol et à la mécacine. Comme hypothèse, nous avons émis l'altération du système immunitaire puisque la patiente est diabétique, donc on a un terrain d'immunodépression. Ceci pourrait favoriser la persistance des bactéries. Mais le diabète pourrait entraîner une miction inverse des urines au niveau du tractus urinaire, favorisant la colonisation bactérienne. Mais aussi, l'antibiotique, est-ce que réellement atteint sa cible et exerce son action efficacement? Et la formation d'un biofilm qui pourrait aussi empêcher l'efficacité du traitement et entraîner la persistance bactérienne. Chers maîtres et collègues, chers membres de la communauté EcoTeach AMS Sénégal, c'est ce cas que nous voulions partager avec vous. Vos questions de clarification sont les bienvenues et nous espérons que vos recommandations nous permettront de mieux éliminer définitivement ces bactéries. Nous vous remercions de votre aimable attention. J'en ai fini, professeur. Merci beaucoup, docteur Binta Diagne. Donc, je m'en vais faire un petit résumé du cas. Donc, il s'agit d'une patiente qui est âgée de 64 ans, qui pèse 47 kilos et qui est diabétique, qui était suivie au niveau du service d'urologie pour une infection du tractus urinaire avec des signes d'infection urinaire et qui a été référée à la clinique de diabétologie pour prise en charge. Les ECBU, la patiente a eu à faire 4 ECBU. Les trois ECBU ont donné une Klebsiella pneumoniae qui était productrice de BLSE mais sensible à l'imipenem. Et la patiente a été mise sous traitement imipenem pendant une dizaine de jours hospitalisée. Et avec les contrôles, le CBU était resté toujours positif avec la même bactérie et le même profil. Et au mois de décembre 2024, il y a un ECB de contrôle qui a montré la même souche de Klebsiella pneumoniae, mais avec une évolution quand même sur la résistance, parce que les trois premières souches
était sensible à la céfoxytine et actuellement, la dernière souche est résistante à la céfoxytine. Et il s'en est suivi également d'un isolement d'une deuxième bactérie qui est Enterobacter spp et également BLSE. Et donc, pour creuser un peu, voir est-ce qu'il ne s'agissait pas d'une autocontamination, est-ce qu'il n'y avait pas un portage, un prélèvement de sel a été effectué et la coproculture est revenue avec une souche d'Escherichia coli cette fois-ci et qui est toujours BLSE mais sensible à la céfoxytine. Donc, actuellement, c'est une patiente qui n'est pas sous traitement euh, avec une amélioration quand même des signes cliniques. Elle est devenue asymptomatique. Et donc, voilà de façon résumée le cas que notre collègue a présenté. Donc, je pense que, sauf erreur, il y a le docteur, le médecin le diabéto qui suit la patiente également, qui normalement est en ligne. Donc, on donne la parole à toute la communauté pour des questions de clarification avant de revenir. Vous avez la parole. Vous pouvez lever la main si vous avez des questions de clarification par rapport au cas qui vient d'être présenté. Oui, Mamadou Lamine Dia. Voilà, bonjour, bonsoir professeur. Oui, bonsoir. Donc, bonsoir aussi à tous les participants de la séance. Donc, je félicite Dr Binta pour la clarté vraiment de sa présentation. Je pense que la problématique qu'elle a posée vraiment, c'est le problème vraiment on va dire, des infections nosocomiales quand même dans nos structures. Également, la résistance antimicrobienne, quand même, je pense qu'il fait vraiment débat par rapport, ce qui rejoint même en fait à la question, la bonne utilisation des antibiotiques dans nos structures. En sachant que la souche dont on parle, quand même, c'est vraiment un germe voilà, de l'hôpital. Ce qui les caractérise vraiment, c'est la résistance vraiment à un certain nombre d'antibiotiques. Partagez le lien. Voilà. Moi, j'avais juste une question, c'est par rapport à la patiente dans ses antécédents. Est-ce qu'il y avait des antécédents d'hospitalisation récente? On me dit qu'elle est suivie pour un diabète. Bon, elle est suivie depuis combien d'années? Je vois qu'elle est juste sous metformine pour le moment. Ça veut dire que ce n'est pas vraiment un diabète quand même qui est vraiment assez déséquilibré. Une seule molécule, en plus, c'est de la metformine. Donc, je voulais savoir les antécédents, hein, depuis quand en fait la patiente elle est connue diabétique, mais également est-ce qu'il y a des antécédents d'hospitalisation répétée ou de fréquentation, en tout cas des structures, en dehors de son suivi en neuro. Est-ce qu'elle a été hospitalisée récemment? Maintenant, pourquoi le germe aussi persiste toujours dans ses urines? Comme elle l'a dit, il y a beaucoup d'hypothèses. Est-ce que réellement l'antibiotique qu'on donne, ça c'est par rapport à l'observance. Est-ce que réellement le patient prend les médicaments tels qu'indiqués, c'est-à-dire la posologie et la durée? Peut-être ça aussi également la qualité des médicaments qu'il prenait. Donc, c'est des questions dont il faut se poser. L'autre aspect, c'est par rapport à qu'est-ce qui entretient en fait voilà, cette infection ou cette contamination. Moi, je penserais plus à quelque chose. Je pense que comme il y a quelque chose qui est là, qui entretient quand même voilà, cette infection, même si on a essayé de chercher au niveau des selles, ça va, on n'a pas trouvé le Klebsiella, c'est l'Escherichia qu'on a trouvé là-bas. Je pense, est-ce que la patiente ne fréquente pas une structure, par exemple le service d'Uro? Est-ce qu'elle portait une sonde urinaire depuis le début de l'infection? Donc, ce sont ces quelques renseignements quand même qui peuvent nous aider. Le port de sonde urinaire, donc antécédents d'hospitalisation fréquente récente. Dans ces antécédents, j'aimerais vraiment avoir des informations par rapport à ça. Je vous remercie pour ça. Merci beaucoup. Lamine, vous avez oublié de vous présenter. On ne sait pas, vous êtes dans quelle structure? Ah, excusez-moi, professeur, c'est Dr Mamadou Lamindia. Je suis médecin infectiologue au service des maladies infectieuses de Fan. Bon, je suis dans la même division que le professeur Aïsatoullah, donc qui m'a vraiment passé les liens pour que je puisse participer à la séance. Merci. D'accord. Merci beaucoup. Merci, docteur Dia. Il y a Moustapha Diop. Moustapha. Moustapha, votre micro, s'il vous plaît. Bonsoir, professeur. Oui, bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous. Merci beaucoup pour m'avoir donné la parole. Et excusez-moi pour l'arrière-plan. C'est un médecin infectiologue qui est en congé. Et j'en profite pour suivre un peu quoi. Et je félicite aussi l'orateur pour cette présentation.
intéressante quand même qui va peut-être nous permettre de revenir sur certains aspects. Voilà, notamment la problématique des SCBU positifs, surtout chez les patients qui sont immunodéprimés diabétiques. Bon, j'ai vraiment un commentaire global à faire sur ce cas-là, parce que, à mon avis, cette patiente n'a pas en fait une infection urinaire. Elle a une colonisation des voies urinaires. C'est justement ça. Mhm. Parce que Mhm. vraiment, il faut faire la différence entre la virulence et la résistance. Un germe peut être multirésistant, peut même être sécrétif de carbopénémase, mais sans pour autant être virulent. Et ça, c'est très, très fréquent chez les patients âgés, surtout immunodéprimés. Cette patiente, à mon avis, elle a une colonisation des voies urinaires qui est très fréquente et entre guillemets normale pour ce genre de patient. Parce qu'au départ, j'ai l'impression d'avoir entendu quelques signes urinaires pour la dysbiose missionnelle et que, bon, il n'a pas été précisé est-ce qu'il y avait une fièvre associée, est-ce qu'il y avait des signes d'infection du haut appareil urinaire associé, parce que ça aussi, ça a un impact sur l'attitude thérapeutique, quoi, sur ce qu'on doit utiliser comme traitement. Voilà. Même si le malade était symptomatique au tout début, on la traite avec de l'imipenem et que secondairement, elle devient asymptomatique, c'était même pas la peine de refaire un ECBU de contrôle. Parce que si on la met sous imipenem et qu'elle évolue bien, elle n'a plus de symptômes, on refait un ECBU de contrôle et on tombe sur le même germe. Là, on entre clairement dans la définition des colonisations urinaires. Voilà, colonisation urinaire qui est définie comme étant la présence d'une bactérie dans les urines sans signe fonctionnel urinaire. C'est ça la définition de colonisation. Et une colonisation, on ne la traite pas. On ne la traite pas. Il faut juste respecter la colonisation et surveiller. Ça peut même être dangereux de traiter une colonisation parce que c'est un tapis qu'on va lever et en dessous, il y aura souvent des bactéries multirésistantes en dessous qui, avec le nettoyage de cette colonisation-là, pour avoir l'occasion de s'exprimer. Voilà, c'est surtout ça. Donc, à mon avis, cette patiente, si D'accord, au docteur. départ, voilà, il fallait Je pense peut-être, que vous avez ouais, anticipé sur les recommandations. Peut-être voilà, c'est vous ça. allez en revenir lors de la dernière partie de l'exposé. Oui, c'est ça, professeur. Merci Merci beaucoup. beaucoup. En tout cas, merci Excusez-moi pour cette d'avoir été long. intervention. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions par rapport au cas? D'autres questions, s'il vous plaît? Fatoumata Diallo, vraiment, vraiment, tu veux parler? Oui, alors, je voulais parler, s'il vous plaît. Allez-y. Oui, c'est Mamadou Seck, je suis interne en maladie infectieuse au niveau de l'hôpital, au niveau du CSNI de Fann. Donc, j'aimerais juste peut-être un peu rebondir sur ce que l'ancien Moustapha Diop a dit tout à l'heure. Cette patiente également, il faut qu'on fasse un peu attention à cette patiente. Oui, oui, Euh, oui. S'il vous plaît. oui, En fait, actuellement, on est vraiment dans la phase question de clarification pour apporter des c'est informations supplémentaires par rapport au cas. c'est Maintenant, dans ce la cas. dernière partie, ça va être les recommandations et à Oui, partir de ce moment, c'était juste dans ce complément d'information parce que c'est une patiente qui est diabétique, qui a un taux d'hémoglobine glycée à 8, qui a une glycémie à 2,24. Cette patiente, probablement, elle fait une vessie neurologique et c'est la vessie neurologique qui explique l'apparition de ces symptômes troubles du bas appareil urinaire qui ne sont pas forcément liés à une infection urinaire. C'est la raison pour laquelle, même vers la fin, elle a dit que la patiente n'est plus symptomatique. Alors que si on regarde un peu, c'est comme si le traitement n'a pas marché. Juste pour dire que chez les patients diabétiques également, on n'est pas obligé. La présence de troubles du bas appareil urinaire ne veut pas forcément dire infection. D'autant plus qu'elle, là, on sait qu'elle a un diabète déséquilibré. Probablement, elle fait une visite neurologique qui explique ces signes et qui explique même la persistance des germes, puisque ça ne s'écoule pas, donc il y a une prolifération derrière. Merci. beaucoup. Larissa, Oui, professeur. Alors, je voudrais savoir, est-ce que l'oratrice pourrait revenir sur la cytologie des urines de ce patient? Parce que j'ai pas bien suivi à ce niveau. Est-ce qu'il y avait une réaction inflammatoire lorsqu'ils ont redécouvert la Klebsielle
dans l'urine de contrôle et quels D'accord, étaient les signes associés. d'accord, merci. Aussi, est-ce elle portait une sonde à demeure ou pas? D'accord. Merci. Descartes, Oula, Descartes, micro. Oui, bonsoir. On ne reçoit pas très bien. Oui. Puis, si le son ne marche pas, vous pouvez écrire sur le chat. On ne vous reçoit pas. Tu peux écrire sur le chat. Autre question, la communauté, autre question. Sinon, je fais la synthèse des questions que je vais transmettre à notre présentateur. Donc, les questions qui ont été demandées, c'est est-ce qu'il y a des antécédents d'hospitalisation pour la patiente? Est-ce que la patiente est porteuse de sonde urinaire? Depuis quand date son diabète? Est-ce que c'est une patiente qui fréquente d'autres structures hospitalières pour parler d'infections associées aux soins? Ensuite, est-ce qu'il y avait de la fièvre, les signes d'infection du haut appareil urinaire? Et quels étaient les résultats de la cytologie des urines? Y avait-il une réaction inflammatoire et quels étaient les signes qui sont associés? Donc, voici l'ensemble des questions de clarification qui ont été posées. Sinon, je passe d'abord la parole à notre expert, professeur Diobia, pour des questions de clarification. Elle répond déjà. D'accord. Docteur Binta, vous avez la parole. Merci, professeur. Nous remercions tous ceux qui ont porté un intérêt à notre présentation. Donc, pour les questions dans le cadre de la clinique, je suis avec le médecin urologue. Il va pouvoir répondre à ces questions-là. Donc, je vais répondre à la question de Dr. Larissa par rapport à la cytologie des urines. Donc, la patiente avait une légère réaction inflammatoire avec une leucocyturie sans leucocytes par mètre avec l'absence d'émacie d'autres cellules au niveau des urines. Merci. Donc, je donne la parole à l'urologue qui va répondre aux questions concernant les antécédents d'hospitalisation et est-ce qu'il y avait d'autres signes cliniques en dehors des signes urinaires? Merci. Merci. Docteur, vous avez la parole. Vous vous Oui, présentez merci, d'abord. professeur. Dans le Sénégal, voilà, c'est docteur Abdul Aziz Mbaye. Ajustez un peu Je la suis caméra pour qu'on puisse vous voir. Voilà. C'est bon? C'est un peu haut. Faites descendre un peu. Voilà. C'est Ouais. On va. Oui, c'est bon. c'est bon, C'est c'est bon. bon. Oui. Voilà, merci, professeur. C'est docteur Abdul Aziz Mbaye. Je suis chirurgien urologue à l'hôpital régional de Ourossogui. Voilà, donc il y a une question concernant les antécédents donc de la patiente, antécédents d'hospitalisation. Il n'y en avait pas. Elle n'était pas hospitalisée. Et puis, quand elle venait également, elle ne portait pas de sonde urinaire. Donc, durant Par rapport à l'intervention, la fièvre, oui, par rapport à la fièvre, est-ce oui, il n'y qu'il y avait avait pas de, la notion de fièvre? oui, à l'admission aussi, il n'y avait pas de fièvre, hein. Il n'y avait pas également de signes d'infection du haut appareil urinaire. Donc, il y avait juste à l'entrée une pollacurie associée à une dysurie, mais il n'y avait pas d'hématurie. Il y avait pas de maturité. Non, non, il n'y avait pas. D'accord. Mhm. Maintenant, pour le traitement à l'imipenem, est-ce que la dose a été respectée, le nombre de jours Oui, également?
Oui, oui, ça a été respecté. On l'a hospitalisé donc pendant 10 jours. Elle a reçu du Bacure, donc pour ne pas faire la publicité, pendant 10 jours, en raison de 1,5 grammes par jour pendant 10 jours, hein. D'accord. Voilà. Merci beaucoup. C'était une hospitalisation, quoi. D'accord. Merci. Maintenant, la parole. S'il n'y a pas d'autres questions, Bonsoir, vous m'entendez? professeur Lo. Oui, bonsoir. Aminata, oui, bonsoir, Oui, professeur. vous allez bien, merci. Oui, ça va Oui, très bien. j'avais posé une question de savoir est-ce que cette dame était suffisamment hydratée? Est-ce qu'elle buvait régulièrement au point de vider régulièrement sa vessie? Parce que je pense que déjà à la deuxième SCBU où Klebsiella était là et avec le même profil, il fallait flasher la patiente pour qu'elle puisse se débarrasser un peu et que la charge bactérienne puisse descendre un peu, hein. Parce que s'il n'y a pas de stase bactérienne, s'il n'y a pas de stase au niveau de la vessie, euh, je pensais que ça pouvait aller. Et ensuite, la semaine suivante, il fallait faire une semaine à flasher la patiente et ensuite la suivante, contrôler et lui donner l'antibiotique qu'il fallait. Donc, ma question est de savoir est-ce que cela a été fait. Merci beaucoup. Professeur, présentez-vous, s'il vous plaît. Professeur Aminata Meiga, médecin biologiste, bactériovirologie au CHU du Point J. Merci beaucoup. Docteur Diagne, vous avez une question par rapport à l'hydratation. Est-ce que la personne prenait régulièrement de l'eau pour s'hydrater? Oui, merci, docteur, professeur Maïga. Donc, je vais laisser. Bon, la patiente n'était pas déshydratée d'après le médecin. Il n'y avait pas de signe de déshydratation. Est-ce qu'il y a des compléments pour docteur Mbaye? Docteur Mbaye. Bon, comme il l'a dit, bon, il n'y avait pas de signe de déshydratation, hein. Donc, on l'a pas rempli, quoi. On a juste mis des traitements à base de Bacure pendant 10 jours. Il n'y avait pas de signe de déshydratation, on l'a pas rempli, quoi. D'accord. Merci Allô, beaucoup. s'il vous plaît? Oui. Ouais. Oui, ma question, c'était sur les conditions de prélèvement. Est-ce que les conditions de prélèvement ont été respectées? Comment a été effectué le prélèvement? Est-ce que par hasard, elle n'urinait pas dans un pot pour transférer après dans le pot stérile? Je ne sais pas. Est-ce que les conditions de prélèvement ont été suivies? Merci. C'est Monsieur Kemdoum Ogoula Descartes du CHR de Lambaréné au Gabon, technicien supérieur de biologie médicale. C'est quel pays? C'est le Gabon. Ah, d'accord. Merci beaucoup. Docteur Diagne? Oui, merci beaucoup, docteur. Donc, les conditions de prélèvement ont été respectées. La patiente est venue au labo. Donc, elle faisait au labo le prélèvement. Donc, arrivé au labo, comme pour tous les patients, on leur explique les conditions préanalytiques avant qu'ils ne fassent le prélèvement pour le CBU. Et c'est nous-mêmes qui leur remettons le pot et avec les conditions qui sont associées. D'accord. Merci. Hawa? Hawa Sanogo? Oui, bonsoir. Bonsoir. Oui, moi, c'est Dr Sanongo Hawa. Je suis pharmacienne biologiste au niveau de l'Institut national de santé publique du Mali. Oui, enchantée. Excusez-moi, j'ai pris le train en marche, mais je voudrais savoir si ils ont déterminé la bactériurie. La bactériurie, parce que je pense qu'avec ce paramètre, cela peut nous aider à savoir s'il s'agit de juste une colonisation ou bien si c'est un germe qu'il faut considérer ou pas. Donc, je voudrais savoir s'ils ont déterminé la bactériurie, quoi. Et si D'accord. oui, c'était à quel seuil? Merci beaucoup. Gaëlle? Oui, bonjour. Moi, j'ai juste une question par rapport encore au prélèvement urinaire. Est-ce qu'il y a eu d'abord, parce que je ne suis pas sûre d'avoir entendu ça, est-ce qu'il y a eu d'abord
une bandelette urinaire qui a été faite avant de décider de faire une culture urinaire. Parce que je pense que le prélèvement sur bandelette urinaire aurait déjà indiqué si c'était nécessaire vraiment de faire une culture. Euh, C'était ça ma question. Ou bien est-ce qu'on a juste fait directement la culture de l'urine, quoi? D'accord, merci beaucoup. Gaëlle, vous ne vous êtes pas présenté. Pardon. Gaëlle, je suis spécialiste en prévention et contrôle des infections. Voilà. Merci. Merci beaucoup, Gaëlle. Docteur Diagne, Oui, Diagne, est-ce professeur. que la bactériurie a Par été rapport faite à la, sur le seuil et puis est-ce qu'il y a eu utilisation de bandelettes urinaires? oui, la bactériurie était supérieure à 10 puissance 5 pour toutes les cultures que nous avons effectuées. Le seuil était supérieur à 10 puissance 5. Et concernant les bandelettes urinaires, non, nous n'avons pas fait la culture sur bandelettes urinaires d'abord. Nous avons juste mis en culture sur les milieux clefts et réisolé sur EMB. Merci. D'accord, merci beaucoup. Alors moi, j'ai quelques éléments qui m'ont un peu, en tout cas des éléments, c'est ce qui m'a frappé en premier, c'était le poids de la patiente. Une patiente de 64 ans qui pèse 47 kilos, ça veut dire qu'il y a, en tout cas, c'est pas le poids normal. Ensuite, l'autre élément, c'est par rapport à à la deuxième souche d'entérobactère qui a été isolée. Donc, on a une infection, entre guillemets, une infection à Klebsiella BDC. On fait des contrôles, on se retrouve avec deux souches, une autre souche d'entérobactère. Et pire encore, on voit que la Klebsiella est devenue résistante à la cétocitine. Ça veut dire que les microbes savent de quoi je parle. Ça veut dire qu'il y a eu, en tout cas, interaction entre ces deux bactéries. Et quand on a fait la copro, il y a eu un colis BLSE. Donc, ça veut dire qu'il y a un gène qui est là en train de circuler, en tout cas, entre deux systèmes. Donc, je vais laisser la parole à notre expert, le professeur Diobia, qui va peut-être poser des questions, qui se présente et pose des questions de clarification avant qu'on ne revienne aux recommandations. Professeur Diobia, vous avez la parole. Allô, vous m'entendez? Oui, très bien. Oui, bonjour, professeur Seynabou, bonjour à toute l'assistance. Merci de... Nous remercions donc d'abord le docteur Diagne pour sa présentation. Je vois que c'est un cas clinique qui est très intéressant, qui fait appel à beaucoup d'engouement donc, sur les questions. Alors moi, j'avais effectivement les mêmes préoccupations, hein. Moi, je pense que pour ce cas clinique-là, il y a beaucoup de données manquantes sur le plan clinique. Donc, c'est ce qui fait que, voilà, il y a énormément de questions. D'abord, sur l'évolution, la durée d'évolution du diabète, il y a un collègue qui en a parlé, je pense que c'est le docteur Dia de l'hôpital FAN. Donc, vous aurez pu nous donner beaucoup plus d'informations sur la durée d'évolution donc, de son diabète. On y reviendra peut-être pour les complications dégénératives, en fait. Sur la posologie également de la metformine, la posologie de la metformine n'a pas été précisée. Quelle dose de metformine la patiente prend? Donc, aucune information là-dessus. Également, est-ce que une imagerie de l'arbre urinaire a été réalisée? Donc, est-ce qu'une imagerie de l'arbre urinaire a été réalisée? Donc, puisqu'on parle d'infection urinaire récidivante, donc, je pense qu'il était important de réaliser donc, une imagerie, que ce soit l'échographie ou bien un neuroscanner. Donc, professeur Seynabou, vous êtes revenu un peu sur le poids de la patiente. Effectivement, ce poids de la patiente donc, fait tiquer beaucoup. 64 ans pour une patiente qui pèse 47 kilos, donc on imagine son indice de masse corporelle, donc qui doit être très bas et qui doit être évocateur d'une dénutrition sévère. Donc, est-ce que cette dénutrition sévère est liée uniquement au diabète ou bien est-ce que c'est lié à d'autres pathologies donc, immunodéficientes donc, qu'on n'a pas recherchées? Donc, pour le moment, ce sont les remarques que j'avais sur cette présentation. Je vous remercie. Merci beaucoup, professeur Diobia.
Donc, trois principales questions, à savoir les données cliniques, l'ensemble des données cliniques qui ont manqué. Ensuite, le traitement du diabète à la metformine à quelle dose? Et est-ce que l'état de dénutrition sévère était vraiment observé chez la patiente? Docteur Mbaye et docteur Binta, vous avez la parole. Merci beaucoup, professeur Diopdia, pour vos questions. Je suis actuellement, le diabète nous a rejoint. Il pourra répondre aux questions concernant l'état clinique de la patiente, la durée d'évolution de son diabète et la posologie par rapport à la metformine. Docteur Coco, je vous laisse la parole. D'accord. Bonjour, professeur. C'est un grand plaisir pour moi d'être parmi vous. Et je salue particulièrement le professeur Diop, et un grand frère à moi qui m'a beaucoup accompagné dans mon cursus, que j'ai le plaisir de revoir. Donc, par Parlez un rapport peu à... fort, s'il vous plaît. Oui, Parlez un peu fort. Et puis, d'accord. présentez-vous. Voilà, merci. D'accord. Je suis docteur Coco. Je suis chargé du service de diabéto à l'hôpital Ourossogui. Voilà, donc j'envoie mes salutations à toute l'équipe scientifique, à nos chers maîtres présents et particulièrement au professeur Diop, qui m'a beaucoup accompagné hein, dans mon cursus et que j'ai toujours le plaisir de revoir pour ces rencontres scientifiques. Donc, effectivement, la patiente, c'est une patiente de 66 ans qui a un diabète qui évolue depuis 10 ans. Nous avons reçu le 8, le 6 août dernier, 2024, pour un diabète qui n'était pas bien équilibré. Donc, elle était au début sous metformine 500 avant son arrivée. Donc, finalement, pour faire un grand résumé, parce que le cursus a été un peu long, c'est une patiente qui était venue déjà avec un traitement antituberculeux à sa consultation, qu'elle était déjà à 6 mois, elle était même en train de dépasser son traitement antituberculeux. Donc, nous lui avons fait une réadaptation de son traitement. À ce jour, elle est sous metformine 1000, un comprimé matin et soir, et son diabète étant associé à une hypertension, elle est aussi sous ranithiazide 10, 12, 50, un comprimé par jour. Voilà, donc c'est au cours de sa deuxième consultation qu'elle a signalé qu'elle avait une pollakiurie qui vraiment datait de très longtemps. Donc, c'est une dame qui a forcément circulé dans beaucoup de structures avant d'arriver chez nous. Donc, voilà. Et la pollakiurie qui forcément était liée à son infection, peut-être qu'il déséquilibrait le diabète aussi et avec un traitement qui n'était pas très bien adapté. Voilà le contexte dans lequel nous l'avons reçu. Et une fois que le diabète était équilibré, nous avons jugé bon de faire le CBU en demandant l'antibiogramme. Et c'est avec les résultats que nous l'avons ensuite référé vers l'urologie, d'où aujourd'hui la discussion que nous avons. Voilà. Maintenant, par rapport à l'imagerie de lab urinaire, je pense que l'écho urinaire a été fait, hein, de lab urinaire, c'était fait et c'était revenu normal, hein, si j'ai la bonne information, docteur Mbaye, voilà. Et par rapport à la dénutrition, effectivement, il y a une dénutrition qui est là, puisque à un moment, l'urine, je pense que ça a même une répercussion psychologique sur la patiente, hein. Donc, ce qui fait que, il y a effectivement une dénutrition qui était sur place. Aujourd'hui, elle va beaucoup mieux qu'à son arrivée. Donc voilà, j'espère que j'ai pu répondre aux quelques questions. Excusez-moi, je suis arrivé un peu en retard et je suis un peu perturbé. Voilà.
Merci Merci beaucoup. beaucoup. Merci, docteur, pour ces informations complémentaires. Donc, le diabète, c'est depuis plus de 10 ans. C'est une patiente également qui était sous traitement tuberculeux pendant à peu près un peu plus de 6 mois, avec un état de dénutrition à son admission, et qui est également la metformine, la dose 500 milligrammes, et actuellement un comprimé fois 2 avec un traitement anti-hypertenseur à base de ranitidine, si j'ai bien compris. Donc, Effectivement. nous allons retourner la parole à la communauté ECHO pour vraiment des recommandations de prise en charge par rapport à de pareils cas. Qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, les infectiologues, les microbiologistes, les urologues, les diabétos, vous avez la parole. Donc, voilà, la parole est à vous, la communauté. Moustapha, c'était une ancienne main ou une nouvelle main? Docteur Diop, Oui, c'est une nouvelle main, hein. allez-y, vous avez la parole. Excusez-moi, professeur, d'avoir repris la parole parce que c'est un cas qui nous intéresse particulièrement. Et je félicite encore une fois l'équipe de Ourossogui, docteur Mbaye, voilà, pour les précisions. Mais je reviens encore en disant que cette patiente-là, à mon avis, c'est même pas la peine de lui refaire des essais BU tant qu'elle sera asymptomatique. Voilà, je crois qu'il faut la laisser comme ça parce qu'en réalité, un essai BU de contrôle dans la prise en charge des infections urinaires n'est même pas indiqué. Dès qu'on met le malade sous antibiotiques qui avait initialement des signes fonctionnels urinaires et que sous traitement, elle évolue bien, tous les signes s'amendent, il n'est même pas indiqué de lui refaire un ECBU de contrôle. Voilà, c'est la clinique qui prime. Parce que si on lui fait un ECBU de contrôle et qu'on tombe sur un germe, là, on revient sur la définition d'une colonisation bactérienne des voies urinaires. Parce qu'une colonisation bactérienne, c'est la présence d'une bactérie dans les urines sans signe fonctionnel urinaire, quelle que soit la leucocyturie, quelle que soit la bactériurie et quel que soit le terrain du malade. Voilà, même si on a une bactériurie significative, une leucocyturie significative sur un terrain humidéprimé et que le malade n'a pas de signe fonctionnel urinaire et qu'on trouve un germe dans les urines, c'est une colonisation. Il n'y a aucune indication à traiter. Surtout que cette dame-là n'avait pas de signe d'infection du appareil urinaire. Apparemment, c'était une cystite. C'était une cystite. Et donc, c'est un peu dommage de voir une patiente qui a une cystite et qui prend, bon, si c'était symptomatique, on allait dire une cystite. Encore que là, elle n'est pas symptomatique, donc c'est une colonisation. Donc recevoir de l'imipenem sur une dizaine de jours pour une colonisation, je crois qu'on pourrait l'éviter, surtout que la durée même des traitements, même des infections urinaires, du appareil urinaire, ça se limite à 7 jours et on n'est pas obligé d'y aller jusqu'à 10 jours. Donc cette dame-là, tant qu'elle est asymptomatique, je pense qu'il faut il faut la laisser comme ça. Parce que les seules deux indications de traiter une colonisation, c'est vraiment lorsqu'il s'agit d'une femme enceinte à partir du quatrième mois de grossesse, ou lorsqu'il s'agit d'un patient qui doit subir une intervention urologique. Dans ces deux cas, il est indiqué de traiter la colonisation. Mais en dehors de ces deux cas, la colonisation ne doit pas être traitée, même si c'est à bactéries multirésistantes. Merci, professeur. Je crois que je vais me limiter là. Et encore une Merci. fois, félicitations pour l'équipe de Ourossogui. Merci. Merci, docteur Bio, pour ces recommandations qui sont vraiment très pertinentes et qui doivent nous amener à revoir nos pratiques. C'est vrai qu'au labo, dès qu'on isole une bactérie, automatiquement, c'est l'antibiogramme, c'est l'antibiothérapie. Donc, c'est des pratiques qu'il faut changer. Et vraiment, c'est l'occasion, c'est l'avantage même de ces sessions d'échange entre vraiment infectiologues et cliniciens et microbio, bien biologistes. Larissa, Oui, professeur, merci bien de me passer la parole. Je prendrai la parole sur... excusez-moi, j'ai un double écho. Je vais couper un micro quelque part. Oh là là, où est-ce que je peux faire ça? Excusez, je suis en train de je me suis connectée sur l'ordinateur et le téléphone en même temps. Désolée. Donc, je vais couper. Bon, donc je vais y aller comme ça. Je ne sais pas si ça vous dérange. non, non, on vous entend très bien. Alors, je disais tantôt que
pour cette patiente-là, je recommanderais déjà qu'elle puisse prendre régulièrement de l'eau, qu'elle s'hydrate abondamment, tel que, il y a un des professeurs qui a posé cette question-là. C'est la première des choses à faire, qu'elle s'hydrate abondamment pour vider régulièrement sa vessie. Et puis, pour comment je vais dire, pour pouvoir expliquer le résultat de je crois que c'est entérobactère qu'ils ont, je crois, oui, c'est un entérobactère SP qu'on a pu identifier dans la dernière urine. Cela serait probablement dû à une sélection de germes, vu qu'elle a eu à être sous une antibiothérapie qui n'était pas adaptée parce qu'il n'y avait pas de terrain infectieux. Et donc, il y a eu une sélection de mutants, comme on le dit, et qui pourrait être responsable de la survenue de cet entérobactère dans son urine. Donc, cela confirme qu'il s'agit toujours d'une colonisation et non pas d'une infection urinaire. Donc, pas la peine de traiter, à mon humble avis, s'il n'y a aucun signe d'appel qui font penser à une infection urinaire, on n'a pas besoin de traiter. Donc, voilà les recommandations que je pourrais faire à l'endroit de cette patiente. Merci bien. Merci beaucoup, Larissa. Y a-t-il d'autres personnes qui veulent prendre la parole? Mamadou Seck. Oui, merci beaucoup, professeur, pour la parole. Moi, je vais essayer surtout de parler des infections urinaires chez les patients diabétiques. Donc, je pense que c'est important également. Le diabète, en fait, c'est pas considéré comme un facteur de risque de complications d'infections urinaires. Ça peut favoriser la survenue des infections urinaires, surtout qu'il s'agit d'un diabète qui est déséquilibré. Mais si c'est un diabète qui est bien équilibré, c'est comme toute personne lambda, hein, c'est les mêmes trucs qui sont valables. Maintenant, en ce qui concerne cette patiente, déjà, je pense qu'il faut vraiment une prise en charge correcte de son diabète parce que jusqu'à présent, diabétique depuis 10 ans, hypertendu, diabète de type 2, qui a un taux d'hémoglobine glycée à 8% et qui a des signes de blessure neurologique, je pense que là, son diabète doit être un peu revu. Et concernant les infections urinaires chez les patients diabétiques également, je pense qu'il faut qu'on fasse un peu la part des choses, de faire attention sur la présence des troubles du bas appareil urinaire, également d'essayer d'équilibrer le diabète aussi. Ça fait partie de la prise en charge des infections urinaires chez les patients qui sont également diabétiques et surtout de ne pas se laisser berner par les troubles du bas appareil urinaire qui peuvent aussi bien rentrer dans le cadre des signes d'une blessure neurologique comme également dans le cadre des signes d'une infection urinaire à type de cystite. Et sur le plan de la biologie également, juste peut-être pour nos collègues microbiologistes, le fait de tester la phosphomycine également, c'est important, surtout dans ce contexte où on parlerait de cystite, c'est un médicament qui aide beaucoup dans la prise en charge des cystites. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Sec. Y a-t-il un autre qui voudrait prendre la parole? Non, Larissa, elle a déjà parlé, sauf si c'est une nouvelle. Mais oui, Mamadou Lamine Dia. Merci, professeur. J'aborderai dans le même sens que mon cher maître docteur Moustapha. Je penserais plus vers une colonisation ou bien probablement même aussi l'autocontamination. Pour moi aussi, on peut pas l'éliminer vu que dans les antécédents quand même, il y a une notion quand même de parcours de visite de plusieurs structures de santé, mais également c'est une patiente qui venait régulièrement en neurologie. Je pense que le fait, on ne peut pas pour moi éliminer formellement quelque chose qui est là quand même, qui entretient aussi cette contamination, cette colonisation. Maintenant, ça revient à ce qu'a dit Moustapha. Je pense comment dire, tout au début, je pense que c'est une bactérie quand même qui est commensale, hein, donc dans les microbiomes bucco-cutanés, intestinaux, mais qui peut devenir probablement pathogène dans certaines situations, notamment au niveau du poumon. Moi, la question que je voulais vous poser, est-ce que vous avez fait des explorations sur le plan génétique? Vous isolez une souche, donc vous faites l'antibiogramme, d'accord? Mais est-ce qu'il ne fallait pas pousser un peu plus loin, voire un peu par rapport à la PCR? Je le dis parce que si je me rappelle bien, en 2024, il y a l'OMS qui avait, je pense, signalé la propagation d'une souche hyper virulente. Je pense que si ma mémoire est bonne, c'était la souche HVKP
ST23, donc qui était résistant à tous les antibiotiques, mais également au bêta-lactamine et au carbapénem. Est-ce qu'il n'y avait pas intérêt, sincèrement, de faire des investigations sur le plan génétique? Je vous remercie. Merci beaucoup. Y a-t-il quelqu'un d'autre? Professeur Diatoudia, vos recommandations, s'il vous plaît. La communauté, si vous avez des recommandations par rapport à ce cas. Les infections ont parlé, les uro. Alassane Touré, vous aviez levé la main tout à l'heure. Alors, s'il n'y a pas d'autres recommandations, on peut peut-être passer. Oui. Omar Baoui. Oui, moi je voulais quelques explications par rapport à notre un professeur qui a dit que il a dit que comment le CBE est contre-indiqué en cas de. Je voulais savoir pourquoi il a dit que le CBE est contre-indiqué en cas de contrôle. Le CBE de contrôle est contre-indiqué. Et on nous a dit que le Klebsiella est une bactérie commensale. C'est une bactérie commensale. Si on le trouve dans les urines d'un patient diabétique, est-ce que ça ne risque pas, dans un certain temps, vu que c'est un patient diabétique immunodéprimé, la bactérie ne devient pas être pathogène? Je pense que si on voit des Klebsiella dans les CBE de contrôle, ils peuvent être nécessaires de traiter cette bactérie. Merci beaucoup. Donc, il y a une question quand même. Pourquoi le CBU de contrôle est contre-indiqué? Je pense que c'est Dr Diop ou bien Lamine qui en a parlé. Oui, Dr Diop. Professeur, oui, c'était moi, hein. Je crois que c'est une question qui revient encore et encore, même dans nos pratiques de tous les jours à l'hôpital et un peu partout. Mais vraiment, c'est ça qui est dans les recommandations. Quand on a une infection urinaire, que ça soit une infection urinaire haute ou basse, si sur le plan clinique, le patient évolue bien, il n'est pas indiqué de refaire un ECBE de contrôle. Le CBU de contrôle n'est indiqué que si on traite l'infection urinaire et que malgré ce traitement, les signes persistent. Dans ce cas, on peut refaire le CBU, documenter cette infection, revoir le profil de sensibilité pour voir est-ce qu'on met le bon antibiotique ou pas. Mais en dehors de ce cas, il n'est pas indiqué de refaire un ACBU. Et une colonisation bactérienne, encore une fois, même si c'est sur un patient immunodéprimé diabétique, il n'est pas indiqué de traiter la colonisation, sauf dans deux situations, comme je l'ai dit, chez la femme enceinte à partir du 4e mois de grossesse, et c'est un patient qui doit subir une chirurgie urologique lorsqu'on doit manipuler de façon chirurgicale son appareil urinaire. C'est tout. Donc, c'est ça qui est dans les recommandations. Encore une fois, le fait de traiter une colonisation, ça peut être dangereux pour un malade. Parce qu'à un moment donné, la colonisation, c'est comme de la flore bactérienne, c'est un tapis qui se trouve au niveau des voies urinaires. Donc, si on lave ce tapis, en dessous, il y a très souvent de petites bactéries multirésistantes, souvent multirésistantes, c'est ça qu'on appelle la pression de sélection. Et donc, si on lave ce tapis, ces petites bactéries multirésistantes-là auront l'occasion de se développer et de se multiplier, de s'exprimer. Et comme l'a dit le professeur, c'est des bactéries qui se passent des profils de résistance, hein. Ils vont se partager des chaînes. Tu vas pouvoir un E. coli BLSE qui passe son gène de résistance au Klebsiella, etc. Donc, c'est pour ça qu'il n'est pas recommandé de toujours traiter la colonisation. Je crois qu'il est peut-être important, si vous le permettez, je ne sais pas comment ça se passe, les séances de présentation ici, mais ce serait important peut-être de trouver un jour de revenir vraiment sur la classification et la prise en charge des infections urinaires. Voilà, pourquoi pas. Parce que en fait, c'est quelque chose qui intéresse toutes les spécialités. Les infections urinaires, on en trouve dans tous les services, dans toutes les spécialités, sans exception. Et il y a de nouvelles classifications qui se basent sur les formes cliniques, sont la gravité, avec des recommandations thérapeutiques bien précises. Et il faut vraiment revenir sur ces choses-là et vraiment
pratiquer ces recommandations de façon assez adéquate. Voilà, professeur, merci beaucoup. Et merci, docteur Diop. Je pense que c'est vraiment très clair. Maintenant, reste à savoir est-ce que toutes ces informations sont connues par le grand public. Et ça fait l'occasion. Donc, je pense que c'est important d'organiser un EPU sur la prise en charge de ces infections du tractus urinaire. Maguette Ndoye? Merci, professeur. Vous m'entendez? Oui, on vous entend très bien. Présentez-vous. Merci, je suis le docteur Maguette Ndoye, je suis médecin biologiste à l'hôpital principal. Donc, je félicite docteur Binta pour cette présentation de cas très intéressante. Je voudrais un peu rebondir sur ce que disait docteur Moustapha Diop tout à l'heure par rapport à la question à savoir si on doit traiter une colonisation ou pas. Juste préciser qu'on ne traite pas une bactérie, on traite une infection. Si le patient ne présente pas de signes qui méritent d'être traités, on ne doit pas traiter cette bactérie-là, d'où l'intérêt de revoir vraiment les indications de prescription de CBU. Parce que facilement, on peut se retrouver avec une bactérie et là, si on donne l'antibiogramme, le médecin peut être tenté à mettre une antibiothérapie. Et comme l'a dit Dr Diop tout à l'heure, cette antibiothérapie va entraîner ce qu'on appelle la pression de sélection et favoriser l'émergence de ces bactéries multirésistantes. Je pense qu'il faudrait mettre l'accent sur ça, faire la bonne prescription et puis insister sur la présence de symptomatologie avant de mettre un traitement antibiotique. Merci. Merci, docteur Maguette. Je pense que vraiment les recommandations, les interventions sont très pertinentes. Alors moi, normalement, je n'avais pas le droit de parler, mais je vais quand même, je vais quand même être l'intrus de cette session parce qu'en réalité, ça nous interpelle tous. Pourquoi ça nous interpelle? Parce que nous sommes au niveau du laboratoire. Et de l'autre côté, il y a la partie clinique. Maintenant, si un patient vient avec une prescription ECBU et antibiogramme, mais tout ce qu'on peut faire, c'est vraiment faire la culture, isoler la bactérie, l'identifier et dresser le profil antibiotique. Et après, ce sont les cliniciens qui vont juger est-ce que c'est nécessaire de traiter ou pas. Donc, cela revient à dire que on doit tout le temps être en contact entre les biologistes et les cliniciens. Parce que moi, je pense qu'un clinicien peut demander pour voir est-ce qu'il y a une bactérie et ne pas demander l'antibiogramme. Mais automatiquement, presque sur toutes les prescriptions, c'est marqué ETBU ou bien quel que soit le type de produit pathologique, plus antibiogramme. Et à partir de ce moment, on fait l'antibiogramme et s'il y a des résistances, on les signale. L'autre élément sur lequel je voudrais vraiment intervenir, c'est par rapport à, il y a quelqu'un qui en a parlé, c'est la recherche des gènes de virulence. Parce que pour ces genres de bactéries, soit il y a des gènes de résistance qui sont exprimés, ou bien il y a des gènes de virulence. Et cela remet en cause nos capacités au niveau des laboratoires, surtout dans les zones périphériques, pour pouvoir aller jusqu'au bout. Et là, on interpelle directement les autorités pour que si de pareils cas arrivent, même si au niveau local, on ne peut pas faire, qu'on puisse dresser un circuit qui permettrait de pouvoir continuer les analyses complémentaires parce que c'est toujours important d'avoir un retour. Et vraiment, je salue le travail qui est abattu dans les zones périphériques. Nous sommes dans des zones un peu loin, mais quand même, nous abattons un excellent travail et je félicite l'équipe de Ourousogui. Donc, pour ne pas tarder, je vais Ah, il y a notre maître, professeur Camara. Professeur Camara. Merci beaucoup, professeur Seynabou. Désolé, hein, j'ai raté le début. Je n'ai pas pu assister à la présentation de cas parce que j'étais en route vers l'université parce que j'ai cours à 17 heures. Donc, je pense que c'est un cas extrêmement intéressant hein, qui nous intéresse nous tous, hein, tous les praticiens hospitaliers. Je pense que ça remet encore au goût du jour hein, l'importance de mettre en place au niveau des établissements de santé un comité d'antibiothérapie pour que la prescription soit d'antimicrobiens soit prise de façon collégiale. Donc, je pense que ce cas-là l'illustre bien. Hein. Donc, je n'ai pas tout suivi. Je sais que probablement c'est une colonisation. Et je suis tout à fait en phase hein, avec le Dr Moustapha Diop. Je pense que peut-être le principal problème, c'est que la patiente est déshydratée. Elle ne boit pas assez.
Normalement, si elle buvait assez, elle devait pouvoir éliminer cette bactérie parce que les mictions normales, parce que je pense qu'il y a une polycurie, une miction normale élimine 99% des colonisations. Le reste des bactéries qui résistent à la miction vont être éliminées par les éléments du système immunitaire, notamment les monocytes macrophages et les polynucléaires neutrophiles. Donc, je pense qu'il faut vraiment essayer à ce niveau-là de réhydrater la patiente de façon normale et un suivi quand même, un suivi biologique correct. Vous avez également soulevé la problématique de cette bactérie qui est multirésistante et qui peut également transmettre ces gènes à d'autres bactéries. Donc, je pense qu'il faut également faire attention pour que euh, cette bactérie-là ne soit pas transmise aux autres patients ou au personnel médical. Donc là également, je pense que le laboratoire de microbiologie aussi peut jouer un rôle dans ce sens-là, pour surveiller vraiment la circulation des bactéries, même si c'est une colonisation, de surveiller quand même, s'il y a les possibilités de le faire, de surveiller étant donné que c'est une bactérie multirésistante pour éviter que ça ne passe de service en service ou également que ça contamine le personnel médical. Donc voilà, en tout cas, félicitations à tous les intervenants. Je pense que c'était aujourd'hui un webinaire de qualité. Hein. J'ai suivi bon, dans le silence, quoi. Vraiment, je suis vraiment très, très satisfait hein, de ce que j'ai entendu aujourd'hui. Hein. Et je pense que c'est quelque chose qu'il faut vraiment encourager et renouveler. Voilà, toutes nos félicitations à l'équipe qui a présenté. Merci. Merci beaucoup, professeur. Vous avez le bonjour du professeur Yavo William. William. Ah, bonjour, professeur. Bonjour, prof, Ça va, camarade. comment allez-vous? Je vais bien, je vais bien. Ah, je ne savais pas que vous étiez à Dakar. Hein? Ah, c'est vrai. C'est Ah une bon? mission avec l'OMS, on a fini la mission, donc je suis passé Ah, vous êtes à saluer. Saint-Louis ou à Dakar? Hein, Nous sommes pardon? à Dakar. À Ah, vous êtes Dakar. vous êtes à Dakar, ok. Ah ouais. Donc, soyez le bienvenu. Hein. Merci. D'accord, merci Ok, beaucoup. désolé. Donc, la parole à notre expert du jour, le professeur Amadou Diopia. Professeur Diopia, Oui, ok, merci. vous avez la Je peux parole. partager un peu le... Oui, oui, il faut l'autoriser à partager. Je voudrais partager un peu Oui, l'écran. c'est bon normalement. Et- merci beaucoup, professeur Seynabou. Donc, merci à toute l'assistance. Donc, permettez-moi d'abord de renouveler mes remerciements donc, au professeur Seynabou de nous avoir associés à cet enseignement, donc à ce cadre de concertation pluridisciplinaire qui permet vraiment un dialogue, des échanges entre les cliniciens et les biologistes. Donc, j'ai l'honneur de vous faire un petit rappel hein, brièvement sur l'association diabète et infection. Et donc, voici l'agenda. Donc, alors, le diabète, donc, nous le savons tous, c'est un facteur de risque majeur cardiovasculaire qui pose actuellement un véritable problème de santé publique au vu de l'évolution donc, de cette pathologie. Donc, selon les dernières estimations de la Fédération internationale du diabète, donc, on compte actuellement plus de 780 millions de diabétiques, dont 24 millions en Afrique subsaharienne. Donc, c'est un problème de santé publique majeur qui fait que, voilà, nous sommes confrontés souvent en pratique clinique donc, à cette situation de patients diabétiques parfois déséquilibrés avec des multiples complications. Sur le plan clinique, on distingue classiquement quatre formes de diabète. Donc, le diabète de type 1,
qui est caractérisé par une insulinopénie absolue, donc qui touche les sujets jeunes, les enfants, les adolescents. Le diabète de type 2, donc, qui est caractérisé par une insulinorésistance, donc c'est la forme clinique la plus fréquente avec 90%. Le troisième type de diabète, c'est le diabète gestationnel, donc qui est un trouble de la tolérance du glucose, donc qu'on retrouve chez la femme enceinte, donc quelle que soit son évolution, donc après la grossesse. Et enfin, nous avons un quatrième groupe de diabète, donc qu'on appelle les diabètes spécifiques, dans lesquels on retrouve les diabètes secondaires à la corticothérapie, aux endocrinopathies, même au cancer du pancréas. Alors, parlant de relation de l'association diabète et infection, il est reconnu depuis plusieurs années, hein, donc qu'il y a un lien entre le risque infectieux et l'hyperglycémie ou le diabète. Le diabète constitue en soi un terrain de prédisposition donc au diabète, aux infections, même si l'autre sens donc de la relation donc n'est pas complètement élucidé, hein. Donc d'aucuns disent que certaines infections sont impliquées dans la pathogénèse du diabète, donc, mais c'est pas vérifié formellement. Pour rappel, donc, le risque infectieux chez les diabétiques donc, implique plusieurs facteurs, hein. Nous avons les facteurs liés aux micro-organismes, mais aussi les facteurs qui sont liés essentiellement aux patients diabétiques. Et parmi ces facteurs, on peut citer les nombreuses interventions médico-chirurgicales, les interventions itératives, notamment les sondes à demeure, les ponctions, les gestes chirurgicaux également. À côté, nous avons la neuropathie, donc c'est l'expression même donc, du cas qu'on a présenté. Et l'élément essentiel ici, c'est la réponse immunitaire qui fait défaut du fait de l'hyperglycémie chronique. En effet, il a été démontré que l'hyperglycémie chronique va altérer tous les acteurs donc, qui interviennent dans le système immunitaire, en particulier donc, les polynucléaires neutrophiles. Et ici, nous avons un peu illustré les possibles destins donc, des polynucléaires neutrophiles. Et ce qui est actuellement donc, mis en avant donc, dans ce destin, c'est la production donc, de NET, notamment les pièges donc, extracellulaires donc, qui ont été expulsés par les polynucléaires neutrophiles et qui font beaucoup de sensations donc, dans la recherche. Et il est constaté au cours de l'hyperglycémie aiguë ou chronique qu'il y a une exagération donc, de cette nétose-là. Et cette nétose peut, en conséquence, donc, altérer donc, la fonction donc, des polynucléaires neutrophiles et maintenir donc, une infection. Donc, les différentes fonctions des polynucléaires neutrophiles donc, sont ici représentées avec la diminution donc, du rolling en passant par une augmentation de la des polynucléaires, mais également une diminution de la phagocytose et une diminution de la bactéricidie. Donc, ces éléments nous permettent donc de retrouver quelques caractéristiques donc, des infections chez le sujet diabétique. Alors, le sujet diabétique présente des infections donc, qui sont assez particulières, hein. Donc, nous l'avons dit avec pas mal d'intervenants. Alors, les premières caractéristiques, c'est la fréquence hein, donc des infections chez les diabétiques. Il est constaté effectivement que les diabétiques font beaucoup plus d'infections que la population générale. Donc, ça, c'est des études qui l'ont montré, hein. Il y a également la récurrence donc, des infections et ceci nous permet justement de dire qu'en cas de constatation donc, de récidive d'infection, il est important de réaliser systématiquement donc, une glycémie pour rechercher donc, un diabète. La troisième caractéristique donc, de l'infection chez les diabétiques, c'est son atypie sur le plan symptomatologique. Les diabétiques font des infections atypiques. Les formes cliniques typiques qu'on
qu'on nous enseigne donc à la fac, nous ne les verrons pas en pratique clinique. Donc, ce qui fait que ça peut évoluer donc vers des complications et faire errer les diagnostics, d'où donc la mortalité élevée de certaines infections chez les sujets diabétiques par rapport à la population générale. Alors, quels sont les spectres des infections au cours du diabète? Les spectres de l'infection donc chez les diabétiques donc est assez élargi, hein. On peut les distinguer en infection commune et en infection spécifique. Je passe rapidement, hein. Ici, nous avons une étude qui a montré un peu le taux d'incidence des infections selon donc les sites, avec l'atteinte de l'appareil respiratoire, donc, qui vient largement en tête, suivi de l'appareil urinaire, comme l'illustre donc notre cas de cet après-midi. Ensuite viennent en troisième position la peau et les tissus mous. Alors, les germes qui sont le plus souvent donc, mis en cause sont les coccigrammes positifs, les entérobactéries, mais également les mycobacterium tuberculosis dans notre contexte. Et parmi les entérobactéries, donc notre cas de cet après-midi a parlé du Klebsiella pneumoniae, même si dans les recommandations, on pense que c'est une colonisation donc, urinaire. Alors, à côté donc de ces infections communes, on peut citer des infections spécifiques, hein, du diabétique, notamment le pied diabétique infectieux qui est souvent donc une infection polymicrobienne et qui survient dans un contexte d'atteinte neurologique et artérielle avec plusieurs formes cliniques, donc allant de l'abcès à la gangrène en passant par les ostéites. La pyélonéphrite emphysémateuse, à vrai dire, quand j'ai lu le cas clinique, je me suis dit, bon, si les signes cliniques étaient patents, mais malheureusement, les données cliniques n'étaient pas au complet. Ici, la pyélonéphrite emphysémateuse donc, est à penser chez les sujets diabétiques, notamment s'il y a des symptômes à type de douleur abdominale, douleur lombaire, fébrile. Il faut savoir également que les diabétiques font rarement une fièvre. Et dans ce contexte-là, il faut aller vite à l'imagerie qui peut réconforter un peu le diagnostic avec l'uroscanner qui peut mettre en évidence la présence d'air au niveau du parenchyme avec plus ou moins une collection intra- ou périrénale. Je passe rapidement donc sur les autres types d'infections spécifiques, hein, en allant de l'otite maligne externe à la mycose. Sur le plan donc, de la prise en charge thérapeutique et préventive, le traitement curatif donc, repose bien sûr après avoir isolé, identifié, mis en évidence donc, sur le plan clinique et biologique. Il s'agit effectivement d'une infection, passer à une antibiothérapie synergique parentérale et adaptée à l'antibiogramme. Ne pas oublier que le malade, ce n'est pas uniquement de l'infection, c'est un diabétique qui a besoin d'être équilibré, puisque l'hyperglycémie est un facteur donc c'est un facteur donc, qui peut plus ou moins maintenir donc l'infection donc et l'aggraver. Donc il faut vraiment dans ce contexte arrêter tous les antidiabétiques oraux et mettre une insulinothérapie conventionnelle. C'est ce qui est recommandé quand il y a une infection. Dans notre cas précis, le malade a été mis sous metformine. Il aurait pu, si c'était une infection vraie, elle aurait pu faire une acidose lactique. Donc, quand il y a une infection, donc, il faut arrêter les antidiabétiques oraux, passer à l'insulinothérapie conventionnelle jusqu'à la guérison donc, de l'infection. On peut même s'aider donc de moyens chirurgicaux comme le débridement, le drainage et la nécrosectomie. La prévention, on ne la dira jamais assez, donc passera par l'éducation thérapeutique du patient, par l'hygiène corporelle et environnementale également. Il faut vraiment que les malades diabétiques, que ce soit malades diabétiques ou les autres malades porteurs d'une pathologie chronique, il faut une éducation thérapeutique. Dans ce cas précis, je pense qu'il faut insister sur l'hygiène corporelle et le contrôle optimal de la glycémie, sans oublier également les vaccinations, hein, la vaccination antipneumococcique, antitétanique et antigrippale. En conclusion, Madame la Présidente, donc, il y a bel et bien un lien entre le risque d'infection et le diabète. Le diabète est un facteur de risque de sévérité des infections et l'infection ici est un facteur de déséquilibre du diabète. D'où l'intérêt vraiment de privilégier la prévention. Je ne saurais terminer sans remercier à nouveau donc, le professeur Seynabou, notre badiane affective, qui nous a toujours
Et c'est une première à moi personnellement. Je n'avais aucune idée donc de ce panel-là. Mais vraiment, je pense que l'occasion nous est donnée pour partager davantage sur d'autres cas. Je vous remercie. Merci beaucoup, professeur Diobia. À nous vraiment de vous remercier parce que, comme vous l'avez dit, vous ne connaissiez pas la plateforme, mais vraiment, vous avez accepté de venir partager avec nous. Nous remercions également toute la communauté connectée, nos chers maîtres et nos collègues. Le lien de l'évaluation de la session est envoyé dans le chat. Veuillez, s'il vous plaît, remplir le lien parce que c'est un sondage qui se fait. Et donc, nous remercions tout le monde. Mention spéciale à l'équipe de Roussogi pour ce cas qui est intéressant. Et je ne cesse de dire, vraiment, on a besoin de sessions de partage entre les différents acteurs au niveau de la santé. Et vraiment, cette plateforme nous donne cette occasion de bien partager et de trouver des solutions ensemble. Voilà. S'il y a une autre personne qui souhaiterait prendre la parole, l'équipe de Urusogi. L'équipe de Urusogi. Oui, merci, professeur. Merci de remplir Nous le remercions. formulaire de sondage. D'accord, on y manquera. Donc, nous remercions tous les participants et les recommandations qu'ils ont eu à nous donner et qui pourront nous aider à éliminer cette colonisation bactérienne chez la patiente. Donc, nous remercions tout le monde pour leur contribution. Merci beaucoup, docteur Binta. Merci, docteur Aziz. Merci également au docteur Le Diabeto. Et donc, la question peut-être, c'est de demander, est-ce que toutes les recommandations, toutes les interventions qui ont été soulevées, est-ce que nous sommes prêts à les appliquer pour que s'il n'y a pas de signes fonctionnels, surtout au niveau urinaire, qu'on ne traite pas? Mais aux prescripteurs également, ne nous demandez pas un CBU parce que dès que le CBU est demandé, l'antibiogramme est réalisé. Donc, est-ce qu'il y a une autre personne qui souhaiterait prendre la parole? Merci. Professeur Boy? Non, juste pour le féliciter encore. Merci, merci Seynabou. Merci Kona et aussi toutes mes félicitations à l'équipe de Wurosogi pour cette belle initiative. Mais on remarque que c'est la troisième fois qu'on revient sur l'infection urinaire avec probablement une colonisation. Donc c'est pourquoi c'est important, comme l'a suggéré le docteur Diop ou le professeur Diop, d'envisager soit un séminaire, soit une présentation sur l'infection urinaire. Ça veut dire que c'est quelque chose qui nous préoccupe. On a eu un cas à Pasteur, Saint-Louis en a fait autant, Galdiam, et cette fois-ci, nous avons le privilège de partager l'expérience de Wurosogi. Nous félicitons toute l'équipe de Wurosogi, Dr Binta, Dr Astou et tous ceux qui ont eu à intervenir. En tout cas, le débat a été riche et très interactif. Donc là, c'est une occasion, encore une fois, pour dire que la plateforme nous permet de nous retrouver et d'échanger sur des cas très pratiques. C'est vrai qu'on est trop focalisé sur l'infection urinaire. Si vous avez des cas respiratoires, chirurgicaux, n'hésitez pas parce que les pathologies sont un peu partout. Voilà, en tout cas, on est content aussi de pouvoir interagir avec vous. Merci encore et félicitations aussi à vous pour avoir bien modéré et facilité la séance. Merci encore et aussi à tous les Merci beaucoup, professeur. Je vais lancer un dernier appel à tous les participants. N'hésitez pas à partager avec nous les cas intéressants. La sous-région également, les autres pays, on vous attend pour la présentation. Donc, la plateforme, elle est ouverte à tout le monde. Donc, n'hésitez pas. Il suffit juste de contacter via le groupe WhatsApp et on vous programme. Merci à tous et voilà, les vidéos, tout ce qui est vidéo, les deux présentations, Inch'Allah, vont être téléchargées à partir de la plateforme. Merci et bonne fin de soirée. Au revoir. Merci, professeur, et au revoir. À la prochaine, Inch'Allah. Merci, au revoir. La prochaine session, ça viendra du Mali. Professeur Aminata, c'est promis? Ou bien du Burkina, du Gabon, il y a le Burkina, le Gabon, le Cameroun. Inch'Allah. Voilà, merci beaucoup.